Alors bonjour, bienvenue à ce 12e cours de littérature française des 17e et 18e siècles consacré à Diderot et à l'encyclopédie. Alors je vous préviens d'emblée que ces derniers temps, je souffrais d'un mal mystérieux. J'ai chopé quelque chose qui ressemble à une labyrinthite. Et hier, je donnais pas cher de ma peau. J'ai donné un cours où j'aurais préféré me faire remplacer, en fait, parce que être devant un écran, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire, là. Ça active le malaise. J'ai des vertiges importants. J'ai la tête qui tourne. C'est comme si j'avais pris plusieurs consommations d'alcool très rapidement. Mais aujourd'hui, ça va mieux et j'ai bon espoir que je vais réussir à passer au travers. Mais si ça devient trop difficile, je me donne le droit de faire des pauses. Alors, je vous proposerai d'arrêter quelques minutes et je me donne aussi le droit d'arrêter complètement et de poursuivre l'enregistrement quand j'aurai pris du mieux. Alors, si ça se trouve, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est simplement attendre avant de verser sur YouTube la vidéo d'aujourd'hui. Je vais prendre du mieux, le compléter quand je pourrai et monter tout ça pour le rendre disponible à partir de la semaine prochaine, mettons. Alors, c'est déjà assez pénible en soi, mais imaginez qu'en plus, il faut éviter l'alcool et le café. Bon, l'alcool passe encore, mais le café, moi, je ne peux pas fonctionner sans café. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas qu'on prenne de retard et aussi parce qu'on a de la matière importante à voir, mais j'ai besoin de votre support moral. Je sais que vous vous dites sans doute, mais non, reposez-vous, reposez-vous, prenez du mieux, attendez, mais non, j'aime mieux essayer de le donner pareil parce que la perspective d'avoir à l'enregistrer sans vous, sans votre énergie, sans vos visages, me semble plus pénible encore. Alors, on va essayer de passer au travers ensemble et je commence par vous inviter à prendre place pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, j'ai ça ici. C'est le cours 12, donc Diderot et l'encyclopédie. Nous sommes présentement à la Maison des Lumières, à Langres, en France. Alors, pour vous situer, c'est près de Dijon, mettons, vers la Suisse. Et vous avez donc ce musée des Lumières qui est bâti dans la ville natale de Diderot, à Langres. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu honorer un peu sa vie, son projet, l'encyclopédie. Et c'est un charmant endroit, c'est un hôtel du 16e siècle, je pense, qui a été réaménagé pour ça. Ce n'est pas le plus beau des châteaux, le plus beau des palais que je puisse vous présenter, mais c'est certainement directement relié à notre propos aujourd'hui. Alors, on est juste à l'entrée, au portail d'entrée, et là, vous avez le musée en question derrière moi. Alors, j'ai pensé que ça servirait de cadre idéal pour la présentation d'aujourd'hui, puisqu'on va parler beaucoup de l'encyclopédie et de Diderot, bien sûr. Alors, le sommaire se décline comme suit. D'abord, on va parler de l'esprit des lois. Alors, je viens d'annoncer qu'il serait question de Diderot et de l'encyclopédie, et là, je vous dis tout de suite qu'en fait, non, on va parler de Montesquieu, mais il y a un lien, en fait, parce que Montesquieu et l'esprit des lois, ça fait partie de ces ouvrages qui ont pavé la voie à l'encyclopédie, qui ont inspiré les encyclopédistes, et la présence de Montesquieu se fait sentir partout à travers l'ouvrage. On pourrait considérer Montesquieu à bien des égards comme un précurseur, là, même si ce n'est pas son idée à lui. Il a contribué à faire avancer les idées, la pensée philosophique au 18e siècle et les encyclopédistes lui sont très redevables. Alors, Montesquieu et la sociologie politique, premier point. L'encyclopédie, deuxième point, 1751 à 1766. On va voir qu'il s'agit d'une bataille révolutionnaire qui a impliqué tous les philosophes, mais aussi les adversaires des philosophes, et notamment les jésuites. Et on va voir qu'ils s'y sont mis avec force, avec acharnement pour faire trébucher les encyclopédistes et le projet. Et enfin, on va présenter les principaux encyclopédistes parce qu'on a parlé déjà de Diderot, de d'Alembert. On sait que Voltaire a été mêlé à ça. Vous devinez que Rousseau aussi. Mais il y en a d'autres. Il faut les présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, ça va être notre propos de la semaine prochaine de passer en revue le contenu de l'encyclopédie, le système de renvoi, comment ça s'est organisé, etc. Après avoir fait un peu l'historique du projet, aujourd'hui, on va pouvoir aller plus en profondeur à partir de la semaine prochaine.
Et enfin, dans 2 semaines, on va aborder Rousseau et ce sera notre dernière rencontre avant l'examen. On va parler de Rousseau, du contrat social, de sa contribution à l'esprit révolutionnaire et à l'évolution des mœurs politiques en France. Et enfin, donc, la dernière semaine, c'est l'examen. Et de ça, on va parler à la 14e pour bien préparer. Alors, c'est un peu le topo. On commence avec Montesquieu et la sociologie politique. Alors, avant Montesquieu, ils sont nombreux les grands penseurs politiques. Montesquieu n'est pas le premier à se pencher sur la question de la politique. Avant lui, il y a eu Platon, que vous reconnaissez de par son buste ici. Il y a eu un certain Machiavel, ici présent aussi. Il y a eu Spinoza à l'avant, qui ont réfléchi à ça. Grotius, à la même époque aussi que Montesquieu, réfléchit beaucoup à la science politique. Mais il raisonne sur la société en général et procède par abstraction, ce qui agace un peu Montesquieu. Il dit que ce n'est pas la meilleure façon d'envisager la chose. Il refuse, lui, cette abstraction et veut étudier l'ensemble des sociétés réelles qui se sont succédées dans l'histoire. Il veut partir de l'observation des faits et à partir de cette observation scientifique, déduire des principes et à partir de ça, peut-être expérimenter sur des formes de gouvernement possibles. Alors, c'est vraiment une démarche qui est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise, beaucoup plus positive que chez Platon ou Machiavel ou Spinoza, où on était dans l'abstraction la plupart du temps. Alors, il est le premier à rechercher une science positive des faits sociaux, finalement, et à concevoir que tous les éléments du corps politique, le climat, les mœurs, l'économie, les lois, agissent les uns sur les autres, suivant une logique rigoureuse. Alors, il observe qu'on n'a pas les mêmes lois d'un pays à l'autre et il se demande à quoi c'est dû. Et il s'interroge sur la part du climat, par exemple. Il observe que dans les sociétés situées dans les pays les plus chauds, on a tendance à faire les choses d'une manière qui n'est pas la même que dans les pays nordistes. Et il en déduit que c'est peut-être la chaleur, le climat qui affecte effectivement les mœurs et qui a une incidence sur les lois. Bon, il va reprendre ces vieux clichés des gens du Sud qui sont plus paresseux, les gens du Nord sont plus travaillants. Ben, ça s'explique quand il fait très chaud, on n'a pas envie de bosser trop fort. Ça se défend jusqu'à certains points, mais il ne faut pas généraliser non plus. Il y a eu des gens dans le Sud pour travailler très, très fort aussi. Alors, il réfléchit à ça, puis il voit comment tout ça, c'est interdépendant finalement. Montesquieu ne vise pas par sa réflexion, par son effort, à changer le monde. Ce n'est pas son but. Okay? Ce n'est pas un idéologue qui veut nous embrigader dans sa philosophie. Ce n'est pas un Karl Marx, par exemple. Il est simplement dans une posture de scientifique qui veut réfléchir à comment fonctionne le monde. Il veut comprendre le monde. Et c'est à travers l'étude positive, donc, des faits sociaux. Et positif est à entendre par le fait qu'on s'attarde à regarder la réalité telle qu'elle est en soi, pas comme elle devrait être. Alors, on n'essaie pas d'envisager un monde idéal, on observe la réalité telle qu'elle est dans les faits. C'est ça que j'entends par une science positive des faits sociaux. Alors, c'est ça qu'il essaie de faire. Il essaie de comprendre finalement comment fonctionne la société, comment fonctionne la politique, comment tout ça évolue à travers le temps, à travers l'histoire. Et il va passer en revue plusieurs épisodes, civilisations, époques, et tout ça sous une forme extrêmement élégante, très simple. On s'imagine un ouvrage matraque avec des chapitres très longs et tout. Non, c'est des essais très, très courts qui se succèdent et qui sont franchement faciles à lire. Et là encore, ça vaut le détour. Alors, il expose son système de liberté politique. Montesquieu est à la recherche d'un système d'un régime, en fait, qui réponde à ses aspirations sans être en train de prêcher là, pour le système idéal. On voit bien qu'à travers tout ça, il essaie de voir quelle est la meilleure politique possible, quel est le meilleur système politique. On vit en monarchie en France et ça ne va pas très bien.
est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un régime qui serait plus stable, qui serait plus égalitaire, qui serait plus juste pour tout le monde? Et il va se tourner d'abord du côté de l'Angleterre, où il se passe des choses intéressantes. Les Anglais se sont dotés d'une constitution dans cette monarchie parlementaire qui semble fonctionner assez bien et qui s'appuie sur le partage des pouvoirs. Alors, il va puiser chez John Locke de l'inspiration. John Locke avait déjà parlé des 3 pouvoirs dans l'État. Enfin, il en parlait jusqu'à 5 pouvoirs dans l'État. Il reconnaissait jusqu'à 5 pouvoirs dans l'État, mais on va les ramener à 3 ici pour faire plus succinct. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédéral, c'est ça qu'on a ici. Fédératif, oui, c'est ça. C'est plus les affaires extérieures. On va remplacer ça rapidement par judiciaire. Ce que va retenir Montesquieu, lui, c'est 3 pouvoirs sur 5 qui sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui étaient déjà présents chez John Locke, mais sur cette illustration, ça ne paraît pas, c'est le pouvoir fédératif qui avait partie liée aux affaires extérieures, au fait qu'il fallait composer aussi avec les pays alliés avec qui on entrait en relation. Alors, Montesquieu est à la recherche de ce régime donc, qui répond à ses aspirations dans le domaine de la liberté politique. Un tel régime, il le trouve finalement en Angleterre, une Angleterre dont il idéalise la Constitution. Et c'est ça qui va lui inspirer sa célèbre théorie de la séparation des pouvoirs, qui n'est pas tout à fait la sienne, on le voit, là, elle est empruntée en bonne partie à Locke. Il la met à sa sauce, là, mais grosso modo, c'était déjà présent chez John Locke. Et pour lui, c'est le seul moyen, si on doit séparer les pouvoirs dans l'État, c'est le seul moyen de garantir la liberté et d'éviter le despotisme. Alors, on a observé à travers l'histoire toutes sortes de gouvernements et tôt ou tard, ça dégénère et ça se termine en tyrannie. Même avec les meilleures intentions du monde, les républiques ont dégénéré. On l'a vu à l'époque romaine, on l'a vu chez les Grecs, la démocratie s'est effondrée et ça a été remplacé à chaque fois par des tyrannies. Alors, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Il doit y avoir moyen de trouver un système qui ne va pas déchoir, dégénérer en tyrannie et nous mener à vivre sous un régime despotique, en fait. Alors, c'est à ça qu'il entreprend de réfléchir et c'est ce qui rend l'ouvrage si important, vous comprenez bien, pour le 18e siècle, où une révolution se trame et où on réfléchit collectivement au meilleur régime. Si on doit abolir la monarchie, par quoi on la remplace? Sous quel régime on va vivre? Est-ce qu'on essaie de rénover la monarchie? Est-ce qu'on essaie de faire comme les Anglais? Est-ce qu'on se dote d'une constitution éventuellement? Est-ce que ça va suffire pour contrôler un peu, juguler le pouvoir arbitraire du roi? Ce sont des questions qui se posent. Mais Montesquieu n'en est pas là. Lui, entreprend de réfléchir scientifiquement à ces questions-là. Ce n'est pas lui qui va la faire, la révolution. Mais on comprend que c'est un ouvrage qui est déterminant. L'éditeur au 19e siècle de Montesquieu présente l'ouvrage dans son introduction en disant « Voici le plus grand ouvrage du 18e siècle ». Je suis plus ou moins d'accord. Je pense que l'encyclopédie est plus important encore, mais c'est certainement un texte extrêmement important pour l'histoire du 18e siècle. Et c'est pour ça qu'on s'y attarde aujourd'hui. Et en plus, ils pavent la voie à l'encyclopédie. Alors, dans De l'esprit des lois, qui paraît en 1748, sans nom d'auteur, et à Genève, financé par une certaine Madame de Tencin, dont on a parlé. Madame de Tencin tient salon et elle reçoit notamment Montesquieu, qui va faire la lecture de l'esprit des lois alors qu'il est en train de rédiger le texte dans le cadre de son salon. Elle est très emballée par ses idées et décide de le financer dans son projet. Il va publier à Genève à titre anonyme parce qu'il s'expose à la censure. Et effectivement, on ne tardera pas à censurer l'ouvrage et à le mettre à l'index, en fait. À partir de 1751, il est interdit de lecture. Alors, pourquoi vous pensez? Ben, parce qu'on juge que c'est dangereux. C'est un ouvrage effectivement très, très dangereux. Ça ne paraît pas quand on le lit aujourd'hui. On dit, ben, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais quand on pense à la menace qu'il représente pour la monarchie, on comprend que le clergé se soit un peu ému de tout ça. Parce que solidaire du pouvoir et dépendant de lui, il avait un intérêt égoïste à ce que ces idées ne circulent pas trop.
parce que ce n'est pas juste le pouvoir monarchique qu'on voulait renverser, c'est aussi le pouvoir ecclésiastique qui est associé à lui. Alors, il fait bien de publier à titre anonyme. Et Mme de Tencin ne s'arrête pas là. En plus, elle va acheter plein d'exemplaires pour l'encourager d'une certaine manière et faire circuler les livres un peu partout. Il entreprend de montrer que les lois ne sont pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une affaire arbitraire, les lois. On constate à un moment donné dans une société des problèmes dans le temps comme dans l'espace, et là, on va essayer de les régler. Et pour les régler, on va se doter de lois qui vont éviter de reproduire à l'infini des problèmes qu'on a constatés. Alors, on pourrait avoir le sentiment, quand on regarde les lois humaines et leur diversité, qu'elles sont chaotiques, qu'elles n'ont pas de principe, qu'elles n'ont pas de fondement logique, qu'elles répondent à des conjonctures particulières. On a rencontré tel ou tel problème et puis on a voulu le régler comme ça, mais on n'a pas pensé à toutes les implications que ça peut avoir et du coup, on s'est compliqué la vie plus que d'autres choses. En apparence, le foisonnement des lois est chaotique, effectivement, mais Montesquieu entreprend de rationaliser tout ça et de montrer que les lois existantes ont un sens et qu'on peut les organiser dans un système cohérent, finalement. C'est en examinant les hommes et leur histoire que Montesquieu met en œuvre son projet de recherche. C'est vraiment un projet de recherche scientifique qui s'appuie sur des documents et qui, à partir des faits, va avancer des hypothèses et même faire des expériences. Bon, ce sont des expériences de pensée et on pourrait dire qu'est-ce que ça vaut. Il choisit bien sûr ses exemples et ça vient accréditer ses thèses, ça vient confirmer ses thèses. Ce n'est pas comme s'il avait lui-même fondé un gouvernement pour voir comment ça allait fonctionner, mais on pourrait dire que dans les faits, l'expérience va venir plus tard. L'expérience va être la Révolution française. On n'en est pas encore là, on est à l'expérience de pensée dans l'esprit des lois, mais on va mener une grosse, une grosse expérience à l'échelle de la France à travers la Révolution française, expérience qui se poursuit encore aujourd'hui et qui montre que Montesquieu avait vu juste. Et pas seulement en France, en Angleterre, un peu moins, mais certainement aux États-Unis. Le système politique des Américains est tout entier inspiré de l'esprit des lois de Montesquieu. Alors, il a eu une influence déterminante sur l'évolution de la politique aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on s'y attarde si longuement. Les questions qui vont régir la recherche de Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est des questions comme celle-ci. L'infinie diversité des lois est-elle le fruit du hasard, se demande Montesquieu, ou le produit d'une volonté arbitraire des hommes? Est-ce que c'est aléatoire? Pas nécessairement parce qu'on retrouve les mêmes lois un peu partout. On peut constater, par exemple, qu'à travers les sociétés, un peu partout à travers l'histoire, l'inceste est un interdit. Alors, il y a une loi qui interdit ça. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas arbitraire. C'est parce qu'on a constaté que ça avait des conséquences. Sans comprendre le principe derrière ça, on a vu que c'était quelque chose de négatif. Bon, remarquez qu'il y a eu les Égyptiens qui ont vécu l'inceste très, très bien, là, avec quelques malformations congénitales à la clé, mais ce n'était pas interdit toujours et dans toutes les sociétés, mais ça tend à le devenir un peu partout. Et à partir d'observations comme ça, on voit bien que ce n'est pas qu'une affaire arbitraire, là. Alors, quelles sont les raisons de la diversité de ces lois? Pourquoi est-ce que ces lois sont si diverses d'un pays à l'autre? Est-ce que ça a à faire avec le climat? Est-ce que ça a partie liée avec l'économie, la richesse du pays, des choses comme ça? Est-ce qu'on trouve une rationalité finalement à cet état de fait? Est-ce qu'on peut trouver un sens à tout ça si on se penche sur l'évolution des lois à travers ces sociétés? Ce sont ces questions-là qu'il se pose, Montesquieu. Alors, il examine le climat, l'histoire, les mœurs, la religion aussi, bien sûr, ce sont des enjeux importants de chacune des nations qu'il passe en revue pour en trouver les principes, les raisons des lois, en fin de compte. Montesquieu fait des hypothèses et va les confronter, ces hypothèses-là, à la réalité des textes et les confirmer par expérimentation, comme je disais tout à l'heure, en faisant des expériences de pensée, en disant, OK, mettons qu'on met en place un système qui serait un système républicain et qui s'appuierait sur tel principe, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre si tout le monde se solidarise du projet?
ça va bien marcher. Mais si il y a des gens qui trichent, bien sûr, ça va achoper. Puis il pense à toutes les conséquences que ça peut avoir et comment on peut trouver un régime où les gens vont avoir intérêt à ce que ça fonctionne pour tout le monde et où il n'y aura pas de déséquilibre. Comment trouver le régime le plus stable, idéalement. Alors, Montesquieu fait des hypothèses, donc les confronte au texte, puis les confirme par l'expérimentation. Alors, vous avez ce graphique-là qui vous explique un petit peu la séparation des pouvoirs, de la concentration à la séparation. Il pose donc d'abord des affirmations, des principes, et l'ouvrage a pour but de confirmer ces principes en montrant qu'ils sont conformes à la réalité, notamment au moyen de ces exemples historiques dont je parlais tout à l'heure. Même si les lois d'une nation peuvent paraître absurdes, parfois, Montesquieu va chercher à montrer comment elles ont été établies, comment elles ont été décidées et comment elles fonctionnent, à quels besoins elles entendent répondre, en fin de compte. Alors, à la diapositive suivante, on va voir un extrait de cette préface de Montesquieu qui nous donne un petit peu le ton. Et c'est un ouvrage vraiment charmant. Vous allez voir, de par la simplicité de l'écriture, le caractère, la modestie de l'auteur qui est tout à fait sensible dans cette préface, justement. Alors, c'est Montesquieu, bien sûr, qui écrit « Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois, qu'on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels. Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des mortels. Je me croirais le plus heureux des mortels si je pouvais faire que les hommes puissent se guérir de leurs préjugés. J'appelle ici préjugés non pas ce qui fait qu'on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même. C'est en cherchant à instruire les hommes que l'on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de tous. L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées, aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. Alors, voyez encore une fois cette belle élégance du style, cette reprise anaphorique de je me croirais le plus heureux des mortels. Cette répétition qui insiste, qui vient insister là, sur la noblesse de ses sentiments. Il est de bonne foi dans son projet et il ne cherche pas à nuire, il ne cherche pas à dynamiter la société. Il veut lui être utile, au contraire. Et bien sûr, il sait qu'il avance sur un champ miné, en quelque sorte. Il sait que c'est extrêmement dangereux pour lui et c'est pour ça que ça va paraître à titre anonyme. Alors là, ne faites pas le saut. À la prochaine diapositive, il y a beaucoup de mots, mais on va passer à travers en toute sérénité, en toute zénitude et je vais commencer par me retirer de l'écran momentanément parce que c'est un tableau synoptique qui vise à vous expliquer le propos essentiel de Montesquieu. Alors, en gros, ça dit quoi l'esprit des lois? On va essayer de résumer ça à travers ce tableau-là. Et par le passé, dans les cours, je commençais par montrer case par case au tableau, j'écrivais ou c'était sur le PowerPoint et les gens devaient reproduire le tableau. Alors, tout ce qui était écrit là, ça devait faire partie de vos notes en quelque sorte. Et là, vous avez droit à une belle aubaine. J'ai tout écrit pour vous. Vous n'avez pas à le retranscrire. Vous pouvez y revenir, le consulter à loisir et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Mais on va quand même passer en revue tout ça parce que ça mérite, je pense qu'on s'y attarde. Je vais me retirer de l'écran et attirer votre attention sur d'abord la ligne au-dessus où dans le deuxième livre, chapitre 1, Montesquieu explique qu'il y a trois espèces de gouvernements possibles en fin de compte. Il va définir la nature de chacun de ces gouvernements-là. D'abord, le gouvernement républicain, qui lui semble un gouvernement idéal, en regard du gouvernement monarchique, qui est le gouvernement actuel. On vit sous une monarchie à l'époque où Montesquieu écrit de l'esprit des lois. Et par rapport au gouvernement despotique qu'on a retrouvé un peu partout à travers l'histoire,
Il y a eu énormément de tyrannie dans l'histoire, des gouvernements qui, à la base, étaient peut-être basés sur des principes républicains, mais qui ont dégénéré vers le despotisme, ou encore monarchiques, qui aussi ont dégénéré dans le despotisme. Alors, il réfléchit donc à la nature spécifique de ces gouvernements. Il veut les caractériser, les définir. Il va se demander sur quels principes s'appuient ces gouvernements-là. Et là, vous avez en gras les principes avancés par Montesquieu comme étant déterminants pour la réussite de ces gouvernements-là. Et en bas, dans la dernière ligne, vous avez les risques de décadence. Qu'est-ce qui fait que ces gouvernements-là vont dégénérer à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois dans l'histoire, on a vu des gouvernements verser dans la tyrannie? C'était parti sur les meilleurs principes du monde, avec des gens de bonne foi qui voulaient construire une société juste et équitable, puis ça a chiré. Et invariablement, on constate ça et on voit à quel point c'est un combat de tous les instants. Et c'est vrai aux États-Unis, plus proche de nous. Récemment, on a vu avec ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, comment un gouvernement démocratique, républicain, a pu flirter avec la tyrannie. Si cet assaut avait réussi, on aurait pu voir Donald Trump s'installer en tyran, en despote, ici au 21e siècle, alors que c'est quelque chose qui nous semblait absolument improbable il y a un an à peine. Bon, on l'a vu venir un petit peu avec Donald Trump, là, mais c'est hallucinant de penser que toute cette histoire politique américaine là, qui remonte à la Révolution, était sur le point de s'achever, ce chapitre-là était sur le point de se conclure et de verser dans le despotisme finalement. Et ça a failli se dérouler sous nos yeux. Là. On a failli assister à ça. Là. Ça montre à quel point c'est fragile. Et Montesquieu veut réfléchir à ce qui cause ça et comment on peut faire pour empêcher ça. Des mauvaises langues diront peut-être aussi comment on peut faire pour faciliter ça et précipiter ça, comme par exemple comment se débarrasser de la monarchie, comment faire en sorte que la monarchie dégénère pour la remplacer par autre chose. Mais attention, ça peut aussi nous amener au despotisme. Ce n'est pas dit qu'en renversant la monarchie à la Révolution française, qu'on va aboutir à un régime républicain idéal. Regardez ce qui s'est passé après la Révolution. Ça a été loin d'une période idéale. C'est loin d'une période idéale. C'est la période de la terreur où on s'est comporté de façon despotique, justement, en parfait tyran, en exécutant tout le monde, sans forme de procès. Vraiment, il y a eu une dégénérescence là, complète. Et puis, il y a eu restauration de la monarchie au 19e siècle, et puis il y a eu une nouvelle république, et ainsi de suite. On voit que c'est quelque chose de difficile de trouver le régime politique idéal. Alors, on va se concentrer surtout sur le gouvernement républicain, mais avant, on va dire quelques mots du régime monarchique, parce que c'est celui qui concerne le 18e siècle à l'époque. En France, en tout cas, sa nature, c'est donc d'être le gouvernement d'un seul homme, hein, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Il y a quand même des bornes à son pouvoir. Il y a des lois qui existent, qui sont votées dans des parlements et qui sont appliquées par des magistrats. Alors oui, il y a quelqu'un qui décide à peu près de tout, mais c'est borné, c'est limité par des lois. Ces lois fondamentales supposent des pouvoirs intermédiaires subordonnés dépendants. Ce sont les parlementaires, ce sont les législateurs, ce sont les magistrats dont je parlais à l'instant. Ça repose, le principe de ce pouvoir-là, ce qui fait qu'il peut s'épanouir, qu'il peut réussir, ça repose essentiellement, d'après Montesquieu, sur l'honneur et sur l'ambition, le désir de distinction, de noblesse, de s'élever finalement dans la société. Alors, si on fait bien les choses, on peut être récompensé par des titres, on peut être éventuellement anobli, on peut être éventuellement promu et s'élever dans la société. Donc, il y a cette possibilité de s'élever, de cheminer, d'une certaine mobilité sociale qui fait qu'on garde espoir, que tout n'est pas joué, qu'on va peut-être pouvoir s'élever au-dessus de notre condition éventuellement. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, il y en a qui y arrivent. Et que par son service, par son sens de l'honneur, par sa noblesse, par ses distinctions, on va pouvoir se démarquer. Alors, ça repose là-dessus. Ça repose là-dessus, le système monarchique, et ça tient en place tant que tout le monde respecte ses principes. On voit l'exemple que fournit Montesquieu, c'est le temps présent, l'Europe monarchique moderne. Alors, qu'est-ce qui fait que ça dégénère à un moment donné? À partir du moment où il y a disparition des pouvoirs intermédiaires.
et du désir de distinction. Alors, disparition des pouvoirs intermédiaires, c'est quand la monarchie emmène trop large, quand la monarchie devient absolue, quand la monarchie refuse de considérer les avis du Parlement, des magistrats et des autres, et décide de se débarrasser de tout ministre. Et là, le roi essaie de faire tout lui-même. Il devient un véritable despote alors. Et c'est un problème. C'est un problème aussi quand on perd un peu espoir dans ce régime, quand il n'y a plus de désir de distinction. Ça peut conduire au despotisme de façon accélérée. Alors, c'est quoi le régime despotique? Ben, c'est un peu comme le monarchique, le gouvernement d'un seul homme, sans loi et sans règles, qui entraîne tout par sa volonté, par ses caprices. Alors, c'est quelqu'un qui ne s'appuie pas justement sur des pouvoirs intermédiaires, qui contrôle et jugule le pouvoir du monarque dans le régime monarchique et voilà, qui fait tous ses caprices. Et on comprend qu'un tel régime ne peut survivre que s'il inspire la crainte, parce que sinon, les gens se révolteraient puis rapidement viendraient à bout du despote. Après tout, comme nous le rappelle de la Boétie dans son traité de la servitude volontaire, il n'en tient qu'au peuple de prendre les armes et de se révolter à n'importe quel moment contre son maître. Le peuple sera toujours plus fort en nombre que le tyran et ses soldats. Et c'est une question mathématique. N'importe quand, on pourrait prendre d'assaut le Parlement et renverser le gouvernement. Il n'en tient qu'à nous. On accepte de vivre sous ce gouvernement-là de façon délibérée. C'est une servitude volontaire parce qu'on se dit, ben, c'est mieux comme ça que le chaos total. Mais effectivement, pour que le despotisme se maintienne, il doit faire régner la crainte. Il doit vraiment inspirer la terreur. Il faut que la crainte y abatte tous les courages et éteigne jusqu'au moindre sentiment d'ambition. Parce que s'il y a des velléités de révolte, si les gens descendent dans la rue, comme par exemple en ce moment en Birmanie, comme par exemple en Russie, où les gens manifestent devant le despotisme qui s'installe. Poutine vient juste de signer une loi qui lui permet de servir encore 2 mandats, alors qu'à l'origine, il était limité à 2 mandats par la Constitution. Il a trouvé toutes sortes de moyens pour s'installer comme tyran à vie. Et là, jusqu'à la fin de ses jours, s'il le veut, s'il le souhaite, il va pouvoir régner sur la Russie. C'est un gouvernement despotique. On en a un exemple contemporain. Et si il n'est plus président, il y a la loi dans la Constitution qui dit qu'il ne peut pas être poursuivi pour ce qu'il a fait. En plus, alors il s'est couvert Donc, c'est complètement. du despotisme. Ah oui, c'est un exemple clairement. parfait de ça. Ouais. Il y en a pour trouver ça sympathique, dire oui, mais il a la poigne solide, il a mis la Russie au pas et il l'a fait respecter à travers le monde. Ouais, bon, je ne suis pas sûr à propos du respect. Il l'a fait craindre, certainement, mais la crainte n'est pas à confondre avec l'estime et le respect. Alors, il donne des exemples, Montesquieu, lui, qui sont tirés de l'Orient, où on retrouve beaucoup de régimes despotiques, l'Orient des empires musulmans et de la Chine. Et en Chine, aujourd'hui encore, on pourrait défendre l'argument qu'on vit sous un régime despotique. Et on se méfie de plus en plus de cette France, pas cette France, de cette Chine tyrannique qui en impose beaucoup sur l'échiquier mondial. Et on se demande comment la contenir parce que c'est un très mauvais modèle. On ne veut pas exporter un modèle de despotisme comme ça. Il faut lutter contre ça, il faut résister contre ça. Et ce n'est pas juste une affaire de défendre ses intérêts économiques, c'est des enjeux politiques importants aussi, de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors, qu'est-ce qui arrive au gouvernement despotique? Ben, comme tous les autres, ils sont capables de décadence. Et ça, c'est bon à savoir parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Le tsarisme en Russie était une forme de despotisme qui a dégénéré et qui a été remplacé par la révolution communiste. Alors, au départ, c'était une bonne idée et si ça avait été bien appliqué, ça aurait pu mener à une société fraternelle, égalitaire, républicaine, démocratique, mais ça a été remplacé par un autre régime despotique. C'est difficile, hein, la politique, c'est pas simple. On change des fois là, pour pire encore. Et la Russie est assez emblématique de ça au 20e, 21e siècle. Alors, ce qui arrive au gouvernement despotique et qui entraîne sa faillite, c'est l'atténuation de la crainte. À un moment donné, les gens cessent d'avoir peur. Ils descendent dans la rue, comme en Birmanie. Et il accepte de mourir s'il le faut. Il accepte d'affronter les soldats et de recevoir des balles parce qu'ils se disent c'est pour l'intérêt supérieur de la nation.
Et à un moment donné, ils vont être plus nombreux que les soldats. Et à un moment donné, ils vont réussir à se saisir des armes et à se saisir aussi du pouvoir. Et ça, c'est inéluctable pour peu que les gens arrêtent d'avoir peur, finalement. Alors, on a intérêt à leur tirer dessus, à les tenir dans un état de terreur prolongé, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Ils sont plus nombreux que l'armée, puis même s'ils sont moins organisés puis moins formés, à un moment donné, l'armée va se fatiguer de tirer sur son propre peuple. Il y a des hommes de conscience là-dedans. Il y a des hommes à qui ça ne fait pas plaisir d'abattre des femmes, des enfants, des vieillards dans des manifestations comme ça. Alors, imaginez, il y a beaucoup de déchirements à l'intérieur là, de l'armée aussi, et ça ne tient qu'à un fil. Ça pourrait basculer à tout moment. Alors, même les régimes despotiques finissent par connaître une décadence, se corrompent sans cesse parce qu'il est corrompu par la nature. Il périt, le gouvernement despotique, mais sa férocité reste. Alors, effectivement, on s'en sort difficilement d'un régime despotique. Et on l'a vu en Russie. On est revenu très rapidement à ces mauvaises habitudes dans la Russie tsariste qui a cédé la place à la révolution bolchevique, qui a cédé la place au communisme et puis à un nouveau despotisme. Alors, le gouvernement républicain maintenant, il le présente comme un idéal. Ce gouvernement républicain, comme un modèle exemplaire, c'est celui où le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Parce que, idéalement, ce serait tout le peuple qui tiendrait les fils du pouvoir, mais c'est pratiquement impossible. On a essayé avec les Grecs, à l'origine de la démocratie, à gouverner avec 5 000 personnes, puis après ça, on a essayé avec 1000, puis on a essayé avec 500, puis on n'y arrivait pas. C'était la foire d'empoigne et on n'était pas capable de se mettre d'accord. Donc, il faut accepter que ce soit le gouvernement de quelques personnes, finalement. Et il y a deux modalités possibles. D'un côté, il y a l'aristocratie, seulement une partie du peuple. Alors, ça peut être un régime républicain, mais dirigé par une aristocratie, par une élite, des gens triés sur le volet, qui ont des compétences exceptionnelles et qui sont animés par la vertu et par la modération. Et on peut aussi imaginer le peuple encore dans un régime démocratique qui voterait pour avaliser les lois, les grandes décisions, etc., etc. Bon, ça implique nécessairement un administrateur, un président pour prendre les décisions au quotidien, mais grosso modo, appuyé toujours par un corps démocratique. Et le principe de ce gouvernement républicain, qu'il soit démocratique ou aristocratique, c'est de reposer sur la vertu. Pour que ça marche, il faut que les gens soient vertueux. Si les gens au pouvoir ne sont pas respectueux des lois, n'ont pas l'amour de la patrie, s'ils n'ont pas l'amour de l'égalité, de la frugalité, de la liberté, ça ne marchera pas. S'ils sont là pour leurs intérêts égoïstes, s'ils sont là pour servir les puissants, comme les politiques, souvent, on l'a vu, hein, se font financer par des corporations et la première chose qu'ils font à leur arrivée au pouvoir, c'est retour d'ascenseur. Je vais redonner à celui qui a financé ma campagne et qui a permis mon élection. Pas au peuple qui a voté pour moi. Non, non, à la big business là, qui a mis des millions de dollars pour que je sois élu. Et c'est ça qui vient corrompre le système. Ça, ce n'est pas vertueux comme comportement. L'idéal, c'est donc un chef de gouvernement qui aurait des principes vertueux, justement. Et même dans les régimes aristocratiques, il faut s'appuyer sur une certaine modération. Ça doit être fondé sur la vertu et non pas sur une lâcheté ou une paresse de l'âme. Il faut faire attention de ne pas se déconnecter du peuple parce qu'il y a chez les aristocrates un goût pour l'élitisme, un sentiment de supériorité qui fait qu'on regarde le peuple de haut, puis bon, ils ne comprennent pas, là, et on leur parle avec condescendance et tout. Et il ne faut pas agir comme ça, il faut agir avec modération, il faut être fin pédagogue, fin diplomate, et se comporter de façon exemplaire. Il donne des exemples de ces deux expériences. Par le passé, Rome a expérimenté, comme la Grèce, avec la démocratie.
Et aussi avec un système républicain, c'est un système républicain, aussi avec des gouvernements aristocratiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des expérimentations, on a partagé le pouvoir entre César, Pompée, par exemple, voilà, on a essayé toutes sortes de choses. Alors, lieu de survivance de ces expériences-là, c'est les républiques contemporaines aristocratique de Genève et Venise. Au moment où Montesquieu écrit l'Esprit des lois, il y a des endroits dans l'Europe où on a un régime républicain. Ça existe encore. Il les donne en exemple en disant, ben voilà, ça peut marcher. On n'est pas obligé d'avoir un monarque, on n'est pas obligé d'avoir un despote. On peut très bien vivre dans une république. Regardez ce qui se passe à Gênes et à Venise. Et ils s'en portent très bien. Les deux formes, démocratiques et aristocratiques, du gouvernement républicain peuvent aussi connaître la décadence à partir du moment où s'installe un esprit d'inégalité. Si on ne respecte pas ce principe d'égalité des droits de chacun vis-à-vis des lois, ça va achoper. Et si on se met à traiter mieux les riches, par exemple, une classe plutôt qu'une autre, ça va achoper. Ça va tourner à la décadence et éventuellement, ça peut nous mener à un régime despotique. Ça conduit à l'aristocratie, donc un système à deux vitesses où des gens sont mieux traités que les autres, ou à la monarchie encore. C'est une autre évolution possible. L'esprit d'égalité extrême est aussi problématique. Si on veut trop être égalitaire, si on veut traiter tout le monde indépendamment des capacités de chacun et des circonstances qui varient, ça peut conduire aussi au despotisme conçu comme un refuge contre l'anarchie parce que ça peut dégénérer rapidement. Vous avez comme risque de décadence l'arbitraire et la corruption qui, dans les régimes aristocratiques, ça arrive souvent, on se fait graisser la patte. Donne-moi un gros chèque et puis je vais t'arranger ça. Et ça aussi, ça conduit à la décadence de ces systèmes. Et voilà, tout est là. Si on comprend ça, ce tableau-là, là, il résume l'esprit des lois au complet. Là. Si on comprend ça, on sait quoi faire pour éviter le despotisme, on sait quoi faire pour se sortir des gouvernements iniques. Et la recette est donnée pour la réussite de cette expérience politique. Et pour preuve, ben, depuis 200 ans, 300 ans, aux États-Unis, on a un système républicain, un gouvernement, une république qui fonctionne très bien. On a en France une république qui fonctionne assez bien. On a toutes sortes d'expériences comme ça qui se poursuivent et qui montrent que c'est un régime, effectivement, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable que le système monarchique ou le despotisme sous toutes ses formes. Il ne s'appelle pas toujours despotisme. On parle de gouvernement totalitaire. On va employer des euphémismes pour désigner ces gouvernements-là, mais c'est essentiellement les trois formes de gouvernement qui existent. C'est soit une monarchie, un despotisme, une tyrannie, ou en tout cas un gouvernement républicain. C'est à ça que parvient Montesquieu. Alors, c'est pour ça que je voulais partager ce tableau avec vous parce qu'il vous épargne d'avoir à lire l'esprit des lois. Essentiellement, je vous ai résumé le topo de manière très avantageuse et synoptique. Alors, on poursuit avec la diapositive suivante. Montesquieu compte parmi les premiers à dénoncer les crimes de l'Inquisition. Et ça, c'est important de le souligner parce que vous êtes comme moi, désolé de voir Voltaire, par exemple, esclavagiste. C'est chagrinant, en effet, c'est même affligeant. Ben, c'est rassurant de savoir qu'il y a eu des gens comme Montesquieu pour dénoncer les crimes de l'Inquisition. Bon, c'est la religion qui faisait des procès à tout le monde, mais aussi les horreurs de l'esclavage colonial. Alors, il y a eu des esprits éclairés pour dire ça n'a juste pas d'allure, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas une façon de traiter les hommes. Et les hommes de la Révolution française vont trouver dans l'esprit des lois leur idéal d'une république fondée sur la vertu. Ils sont redevables à Montesquieu d'avoir tracé le plan, finalement, d'avoir montré à quoi ça devait ressembler une telle république. La plupart des idées généreuses des encyclopédistes apparaissent déjà dans De l'esprit des lois. Alors, je vais faire maintenant une petite pause. J'arrête l'enregistrement un instant. Alors, on reprend après une pause technique.
Et on est au deuxième point, on est à l'Encyclopédie, une bataille révolutionnaire. Nous sommes dans la Maison des Lumières à Langres, c'est l'intérieur du musée. C'est une section qui est consacrée à l'encyclopédie. Alors, c'est intéressant parce que c'est le seul musée où on peut voir comme ça réunis des exemplaires des encyclopédies, toutes sortes d'artefacts, de trucs qui ont appartenu à Diderot, d'Alembert, les portraits des uns et des autres, beaucoup d'informations. Et c'est intéressant de voir ça parce que, bon, il y a des collections privées, il y a des gens qui détiennent certains éléments associés à ce projet, la Bibliothèque nationale, entre autres à Paris, mais de voir ça réuni ensemble, expliqué, présenté de manière pédagogique, là, c'est très intéressant. Alors, on est là parce qu'on va parler de l'encyclopédie, justement. On a à l'arrière-plan un tableau récapitulatif du projet. Et on va parler de son maître d'œuvre, Denis Diderot. On en a déjà parlé comme d'un écrivain très actif, mais l'œuvre de sa vie, ce n'est pas la religieuse, ce n'est pas Jacques le fataliste. L'œuvre de sa vie, c'est l'encyclopédie. C'est ce à quoi il va consacrer l'essentiel de ses efforts. Et c'est un projet extrêmement ambitieux, colossal, qui, lui, prend vraiment tout son temps et qui nous a privés peut-être d'œuvres littéraires qu'il aurait pu composer autrement. Alors, il a préféré délaisser les compositions romanesques, théâtrales, pour s'attarder à ce projet qui lui semblait plus important encore. Et Dieu sait ce qu'il aurait pu écrire s'il n'avait pas été si accaparé par ce projet, qui par ailleurs n'aboutit pas tout à fait, en fait, pas comme c'était prévu. Alors, on va commencer ce deuxième point. Alors, au départ de l'encyclopédie, on trouve l'idée d'un libraire parisien. Alors, l'idée de l'encyclopédie, ce n'est pas celle de Diderot, c'est celle d'un libraire parisien qui s'appelle Le Breton, qui désire faire traduire en français les 2 volumes de la Cyclopédia de l'anglais Ephraim Chambers. Alors, Ephraim Chambers a composé en 2 volumes une encyclopédie qui s'appelle donc la Cyclopédia, et elle cartonne en Angleterre. Ça se vend vraiment comme des pains chauds. Et elle a cet avantage intéressant de posséder un système de renvoi, de posséder des illustrations et de rassembler toutes sortes de savoirs dans différentes disciplines. Et Le Breton trouve que c'est génial, qu'on devrait essayer de traduire ça en français, que ça serait un succès commercial assuré. Alors, c'est lui qui va réunir des collègues pour essayer de les embarquer dans ce projet de traduction en disant, vraiment, il y a quelque chose à faire avec ça, il y a un coût d'argent facile, et puis en même temps, on va faire œuvre utile parce que c'est certainement quelque chose qui va intéresser le public français. Alors, le libraire s'associe en 1745 à 3 de ses collègues qui préparaient une édition du dictionnaire de médecine de l'anglais James, qui était traduit justement par Diderot. Alors, Diderot était déjà en train de travailler à la traduction du dictionnaire de James. Il avait montré ses compétences donc, de traducteur et ça tombait sous le sens pour Le Breton de le recruter, de lui proposer d'embarquer sur cet autre projet. Laisse faire James, l'encyclopédia, ça va être encore plus intéressant, ça va être encore plus payant et il y a moyen de faire quelque chose à partir de ça. Mais très rapidement, l'idée va venir à Diderot qu'il y a quelque chose de mieux à faire encore que la traduction. Il y aurait une version carrément française à faire de ce projet d'encyclopédie qui pourrait aller beaucoup plus loin encore que ce que Ephraim Chambers proposait. Alors, l'idée va commencer à germer dans l'esprit de Diderot et aussi de son associé et ami Jean Leron d'Alembert. Alors, Jean Leron d'Alembert, on l'a rencontré déjà, on a dit quelques mots de lui. Je vous explique des détails de sa biographie au passage. C'est un enfant abandonné à la naissance. C'est l'enfant naturel d'une certaine Madame de Tencin qui tenait salon. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est elle qui avait subventionné le projet de l'Esprit des lois de Montesquieu, et qui avait donc eu une aventure qui a débouché sur une grossesse et gênante, et elle a voulu se débarrasser de l'enfant qu'elle va abandonner sur les marches d'une église qui portait le nom de Leron, justement. Je ne me souviens pas le nom complet de l'église, mais il y avait Leron là-dedans. Alors, l'enfant, heureusement, va être recueilli, pris en charge. Son père, apprenant qu'il a été abandonné comme ça, va être un peu catastrophé et va s'arranger pour, à distance, s'occuper
s'occuper de lui, qu'on en prenne bien soin. Il va être élevé par une nourrice, une certaine Madame Rousseau, qui le considère comme sa vraie mère. Et quand un jour, il devient une superstar, quand un jour, Jean Leron d'Alembert devient une vedette intellectuelle, littéraire, bon, dans les sociétés, il brille, dans les salons, tout le monde l'invite, Madame de Tencin va vouloir renouer avec lui en disant Jean, je suis ta mère, et va recevoir en retour beaucoup de mépris et un refus, mais absolument complet, total, de renouer avec elle. Jean Leron d'Alembert considère qu'elle n'est pas sa mère, que sa mère, c'est la nourrice qui l'a élevée tout du long. C'est Madame Rousseau. Alors, voici pour l'anecdote. Ça me le rend éminemment sympathique. C'est cet enfant qui n'a pas eu toujours la vie facile, qui est un petit génie des sciences, notamment des mathématiques. Et regardez la bouille sympathique du personnage. On ne peut pas faire autrement que de lui trouver un air sympathique, je pense, dans les différents portraits qu'on va voir et dans le parcours de sa vie, qui est tout à fait exemplaire. Alors, Diderot et d'Alembert, d'abord chargés de refaire les articles mal traduits, accède bientôt à la direction de l'œuvre, dont un nouveau privilège royal va consacrer en 1748 le changement d'orientation. Alors, c'est au départ un projet de traduction et Diderot et d'Alembert sont employés pour revoir la traduction qui a été mal faite. Alors, rapidement, ils vont diriger l'œuvre et l'amener ailleurs. Il concerne ce nouveau projet, une encyclopédie ou un dictionnaire universel des sciences, des arts et des métiers, traduit, mais avec augmentation. C'est-à-dire qu'on partirait de l'encyclopédia de Chambers, mais on l'augmenterait considérablement. On irait chercher des collaborateurs français, spécialistes de différentes disciplines qui viendraient apporter leur grain de sel et on irait dans les ateliers des faubourgs, entreprendre une enquête technique pour recruter des collaborateurs, des gens qui pourraient faire des dessins, expliquer, par exemple, pour les différents métiers, quels sont les outils employés. Alors, ce qu'on va retrouver dans l'encyclopédie, ce sont des illustrations très, très détaillées qui, par exemple, pour le métier de confiserie, vous expliquent quels sont les outils qu'on utilise. Un four, bien sûr, mais aussi certains types de pinces, certains types d'instruments pour mesurer. Alors, tout ça va être dessiné, va être reproduit pour détailler ces différents secteurs, ces différents métiers. Alors, il recrute des collaborateurs, Diderot, et va devenir la cheville ouvrière de l'ouvrage. C'est vraiment lui le promoteur de ce projet. Vraiment, il va travailler comme un forçat à son développement et très rapidement va rencontrer des embûches. En même temps que de premiers succès, alors ça augure bien à certains égards, mais très rapidement, on va vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. D'abord, ça va commencer par l'incarcération de Diderot. C'est un problème quand même assez fâcheux. Il va être emprisonné à Vincennes. Je vous ai parlé de cet épisode. C'est ce fameux épisode où Rousseau va lui rendre visite et va se faire suggérer la réponse à un fameux concours dont on parlera quand il sera question de Rousseau. On va revenir là-dessus. Et il est incarcéré donc en 1749 à Vincennes à la suite de la publication de sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. J'avais oublié le titre l'autre fois, là, je l'ai écrit pour m'en souvenir. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, qui a manifestement mal passé, hein, ça a offensé les censeurs, et puis il se retrouve comme ça incarcéré à Vincennes. Alors, ça conduit les libraires à multiplier les démarches pour qu'il soit libéré. Alors, ils vont militer fort pour qu'on le relâche parce qu'on a besoin de lui. C'est l'ouvrier là, essentiel. Alors, on fait pression pour qu'il puisse sortir de là et qu'il puisse se mettre à l'écriture du prospectus parce que pour que l'entreprise commerciale fonctionne, il faut faire de la publicité. On va concevoir ce projet de prospectus publicitaire qu'on va envoyer pour que les gens paient d'avance leur exemplaire. On va dire, voici ce qu'on se propose de faire, voici à quel point c'est emballant, voici pourquoi vous en voulez un exemplaire de l'encyclopédie, et pas seulement un, vous voulez la collection complète, voici sur quel échéancier ça va se faire, combien d'années ça va nous prendre, et quel profit extraordinaire vous allez tirer de cet ouvrage-là. Alors, ça prend quelqu'un pour expliquer tout ça, et ce quelqu'un-là, c'est Diderot. Alors, libéré de sa prison de Vincennes assez rapidement, du fait des pressions et des démarches de ses collègues libraires en sa faveur, Diderot va se remettre au travail et rédiger un prospectus qui expose le plan de l'encyclopédie
les conditions de la publication. Bon, il dit ça va se faire en 10 volumes et voici les modalités de souscription. Ça va être ça. Vous allez devoir payer tel montant et vous allez recevoir vos exemplaires seulement si c'est payé. Pas question de payer après. Il faut payer d'avance alors que ce n'est même pas encore produit, ces livres-là. Alors, il fallait faire confiance au processus et c'était inédit. On n'avait jamais eu un projet aussi ambitieux pardon, de l'histoire, dans l'histoire littéraire à l'époque. Alors, Diderot rédige ce prospectus dont on a un extrait ici pour vous donner un peu le ton. Alors, il y a une rhétorique un peu commerciale, tout ça, mais en même temps, une démarche scientifique, philosophique, délibérée, exposée, où il explique un petit peu comment ils en sont venus à ce projet très ambitieux. Nous avons inféré que pour soutenir un poids aussi grand, parce que du travail sur l'encyclopédie de Chambers, ils se disent, non, ce n'est pas possible qu'un seul homme puisse à lui seul couvrir tous les sujets de façon satisfaisante. Il a beau être très, très ferré, Chambers, il ne peut pas être compétent partout. Alors, il faudrait plutôt aller chercher des spécialistes pour chacune des disciplines qu'on va tâcher d'exposer dans l'encyclopédie. Alors, nous avons inféré que pour soutenir un poids aussi grand que celui que nous avions apporté, il était nécessaire de le partager. Et sur le champ, nous avons jeté les yeux sur un nombre suffisant de savants et d'artistes habiles et connus par leur talent, de savants exercés dans les genres particuliers qu'on avait à confier à leur travail. Alors, ils vont vouloir recruter parmi l'élite du temps, par exemple, un certain Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez comme un philosophe, que vous connaissez comme un écrivain, mais qui était un grand artiste, musicien aussi, un compositeur de génie. Ça, on le sait moins, on ne le dit pas souvent, mais Rousseau a composé beaucoup de pièces musicales vraiment formidables. Et c'est à titre d'expert en musique qu'on va le recruter pour écrire tous les articles qui touchent à la musique dans l'encyclopédie. Ça, on ne le sait pas, on ne le dit pas assez souvent, là, mais Rousseau là, est le signataire, l'auteur d'à peu près tous les articles qui touchent à la musique dans l'encyclopédie. Alors, on s'est dit, on va aller chercher les meilleurs dans chaque discipline. Nous avons distribué à chacun la partie qui lui convenait, les mathématiques aux mathématiciens, les fortifications à l'ingénieur, la chimie aux chimistes, l'histoire ancienne et moderne à un homme versé dans ces deux parties, la grammaire à un auteur connu par l'esprit philosophique qui règne dans ses ouvrages, la musique, la marine, l'architecture, la peinture, la médecine, l'histoire naturelle, la chirurgie, le jardinage, les arts libéraux, les principaux d'entre eux, les arts mécaniques à des hommes qui ont donné des preuves d'habileté dans ces différents genres. Alors, ça tombe sous le sens. Et aujourd'hui, on se dit, ben oui, c'est l'évidence, il fallait aller chercher les spécialistes. C'est ce qu'on fait quand on écrit des encyclopédies. Universalis, Britannica recrutait des universitaires spécialistes de chacune des questions qu'ils voulaient aborder dans les articles. Et souvent, c'était même une équipe de spécialistes qui écrivait l'article. Et ça donnait des articles vraiment solides, plutôt que des amateurs qui essayaient d'aller chercher des informations à gauche et à droite et qui ne maîtrisaient pas vraiment le sujet. Ce qu'on peut retrouver aussi parfois sur Wikipédia. Il y a des bonnes choses dans Wikipédia, mais il y a des mauvaises choses aussi. Il y a des articles fan-base qui ne sont pas sérieux et rigoureux. Donc, on veut éviter ça. On veut écrire quelque chose de vraiment très fort. Et c'est ce que Diderot présente dans le prospectus avec beaucoup d'enthousiasme, avec une rhétorique publicitaire très aiguisée qui va convaincre parce qu'il y a plein de personnes qui vont accepter de souscrire à ça, des milliers de personnes en fait, qui vont dire « Je vous envoie mon argent, j'attends mes exemplaires, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de recevoir cette encyclopédie que vous êtes en train de préparer. » Le premier volume, tiré à 2050 exemplaires, paraît le 28 juin 1751 et il va être précédé d'une dédicace très flatteuse au comte d'Argenson. C'est toujours bon de commencer par une épître dédicatoire. On veut se mettre les nobles dans notre poche et surtout ceux qui sont bien placés et qui pourraient avoir à se prononcer sur le futur de l'entreprise. C'est le garde des Sceaux, le comte d'Argenson. Il est bien placé dans la hiérarchie et on a l'impression que c'est important de le mettre dans notre poche. Alors, avant le début de l'encyclopédie, vous avez aussi le discours préliminaire de d'Alembert. Alors, ce qui ouvre l'encyclopédie, ce premier volume, c'est le discours préliminaire de d'Alembert.
où il expose les visées de l'ouvrage, un peu dans l'esprit du prospectus, mais là, de façon beaucoup plus détaillée. Il va présenter comment le classement s'est fait des différents savoirs, quelle méthode est employée. Oui, le classement alphabétique, mais pas seulement. Il expose tout ça dans le discours préliminaire, un discours qui est vraiment très ambitieux et en même temps très bien écrit, très accessible par ailleurs. Alors, très rapidement, ça va être la levée de bouclier du côté des adversaires traditionnels des philosophes, c'est-à-dire les religieux, c'est-à-dire surtout les jésuites. Les jésuites, animateurs du journal de Trévoux, cette publication propagandiste qui vise à lutter finalement contre les philosophes, vont craindre la concurrence pour leur propre dictionnaire. Ils travaillent à cette époque-là, les jésuites, derrière le journal de Trévoux, sur la préparation d'un dictionnaire, mais un dictionnaire chrétien, un dictionnaire qui met à l'avant-plan les idées de foi, de théologie finalement. Alors, ils vont craindre, bien sûr, cette concurrence et s'insurger et tout faire pour saboter le projet, pour que ça achoppe. Alors, on voit des signes de ça, de cette ingérence des Jésuites auprès des autorités, notamment dans le fait qu'un ami de Diderot, l'abbé de Prades, qui avait soutenu une thèse en Sorbonne qui avait été très bien accueillie. Tout le monde avait applaudi, c'est vraiment intéressant. Alors, cet abbé de Prades, il se trouve que c'est un collaborateur de Diderot et il travaille à l'encyclopédie. Il va signer un certain nombre d'articles sur la religion et notamment un article qui s'intitule Certitude. C'est lui qui signe l'article Certitude. Eh bien, on va lui faire des misères. Et cet accueil enthousiaste qu'on avait fait à sa thèse eh bien, va être suivi, du fait de la pression des jésuites, d'une censure. En fait, on va dire non, c'est rejeté parce que vous prônez le sensualisme et la religion naturelle. Il y avait toute une réflexion chez lui. Il se disait dans sa thèse, comment est-ce que le sentiment de religion vient à quelqu'un qui réfléchit par lui-même et qui apprend au contact de la nature à s'émerveiller des choses autour de lui et finit par en développer un sentiment qu'il y a forcément un créateur derrière tout ça, Dieu forcément existe et tout. C'était un raisonnement tout à fait intéressant et innocent, mais on va lui faire un procès pour ça, puis on va censurer sa thèse. Et ça, c'est le premier coup porté indirectement aux encyclopédistes. Enfin, indirectement, parce que ce n'est pas Diderot qui est visé directement, c'est un ami, mais un collaborateur, quelqu'un qui signe des articles dans l'encyclopédie. Les jésuites vont taxer d'hérésie le projet, bien sûr, la thèse de Prades et aussi son article Certitude, paru dans le tome 2. Et ça va être assez pour qu'un arrêt du Conseil du roi ordonne le 7 février 1752 que les deux premiers volumes de l'ouvrage, intitulés l'encyclopédie, c'est ce que dit l'arrêt, c'est le texte de l'arrêt que je cite, l'ouvrage intitulé Encyclopédie, les deux premiers volumes de l'ouvrage intitulé Encyclopédie seront et demeureront supprimés. Alors, non seulement on les retire, mais il n'est pas question de les ramener, jamais. Pas question de dire, ah non, c'est une censure temporaire, le temps d'expurger les articles litigieux, on va retirer les contributions de l'abbé de Prades, puis après ça, on va publier le reste. Non, 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 non. On retire les ouvrages et puis c'est fini. Alors, c'est pas chouette et ça c'est ordre du roi et on ne peut pas défier le roi comme ça. Et on a un sérieux problème parce qu'il y a des gens qui ont payé d'avance pour avoir ces volumes. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir les rembourser en fin de compte. Mais on n'a pas envie de rembourser ces gens et on n'a pas nécessairement les moyens de les rembourser parce qu'une bonne partie de cet argent-là est dépensé dans la production des premiers volumes. Il fallait payer les contributeurs, il fallait payer les libraires, les imprimeurs et tout. Alors, c'est assez catastrophique. Au mois de mai, pourtant, grâce aux efforts d'un certain Malesherbes, et on va en parler un peu plus loin, là, je n'ai pas son nom, c'est Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, à ne pas confondre avec Malherbe, le grammairien poète du siècle précédent. Ça s'écrit à peu près pareil, mais il y a un S, Malherbe, Malesherbes, on va voir son nom écrit un peu plus loin. Donc, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, qui est un magistrat, donc qui est en position pour intervenir. Il est appliqué dans la justice au plus haut niveau. Alors, c'est lui qui va mettre à l'abri de toute saisie les papiers de Diderot et des libraires. Parce qu'au départ, Diderot doit rendre tous ses papiers pour qu'on ne puisse pas les récupérer et
publier à nouveau l'encyclopédie. Alors, ce que Malesherbes va lui dire, c'est apportez tous vos papiers chez moi. Personne n'osera fouiller la maison d'un juge. C'est quand même assez gonflé de sa part. Et effectivement, c'est ce que Diderot va faire. Et il va être à l'abri de la saisie de ces documents, effectivement, du fait de l'intervention de Malesherbes. Grâce aussi au crédit d'une certaine Madame de Pompadour, parce qu'il se trouve que Madame de Pompadour, favorite du roi, aime beaucoup l'idée de l'encyclopédie. Elle ne sait pas que c'est un projet propre à renverser le régime monarchique dont elle profite elle-même. Elle n'a pas réalisé ça, mais elle regarde avec beaucoup de sympathie les encyclopédistes et va essayer d'intervenir pour que le gouvernement autorise discrètement Diderot à reprendre son œuvre. Alors, elle intervient auprès de Louis XV et dit ben non, mais laissez-les faire, c'est rien de grave, c'est juste un projet intellectuel, scientifique, c'est pas dangereux. Alors, la sortie des volumes recommence à peu près, et peu après, le tome 4 va paraître. Comme quoi les choses se calment un peu, d'Alembert va être élu à l'Académie française. Alors, on lui avait fait un mauvais sort à d'Alembert, mais tout ça se calme un peu et on lui reconnaît son envergure intellectuelle, un génie certain pour la littérature, et on va l'accueillir comme ça à l'Académie française. Mais la tourmente reprend assez vite avec les années 1757-1762 qui voient les menaces s'accumuler de nouveau. Les attaques vont se multiplier, avec d'abord les deux mémoires sur les cacouacs de Moreau. Alors, les cacouacs, c'est quoi? C'est le surnom qu'on a donné aux encyclopédistes. Ça vient de deux mots grecs qui essentiellement veulent dire méchant et mauvais. Alors, ça revient à dire le mémoire sur les méchants mauvais ou les mauvais méchants. Et les mauvais méchants, c'est les encyclopédistes, en fait. Alors, Moreau est historiographe du roi. Il sait que ça va faire plaisir au roi qu'il s'attaque aux encyclopédistes de cette façon-là, satirique et tout. Et vous avez aussi les petites lettres sur de grands philosophes, d'un certain Charles Palissot, qui est un ennemi de Voltaire à une certaine époque, qui s'ajoute aux accusations de Fréron, un autre ennemi de Voltaire, celui-là encore plus terrible. Vous savez, celui qui s'est fait mordre par un serpent, et c'est le serpent qui meurt, là, c'est lui. Donc, le journal de Trévoux, tout ce beau monde se met à taper très fort sur les encyclopédistes pour que ça achoppe. Ajoutez à ça l'article Genève, qui a été rédigé par d'Alembert dans le nouveau volume de l'encyclopédie qui est paru, qui a suscité vraiment une réaction très, très colérique du Parti des Veaux, qui décèle une profession de foi déiste. Alors, si on lit bien l'article, et c'est comme ça partout dans l'encyclopédie, alors, en surface, on a l'impression d'un travail très neutre, objectif et tout. Mais quand on gratte un peu, et dans cet article-là, on n'a pas besoin de gratter longtemps, on voit bien que il y a une propagande anti-religieuse, anti-monarchique. Il y a plein de choses subversives qu'on retrouve dans le propos des articles. Et on n'a pas eu à aller très, très loin avec l'article Genève. Il y avait effectivement des raisons de penser qu'il y avait une profession de foi déiste. Alors, ça va blesser profondément d'Alembert, qui écrit dans une lettre à Voltaire du 20 janvier 1758 qu'il est excédé des avanies, des vexations que l'ouvrage lui attire, des satires odieuses et même infâmes, ce sont ses mots, et c'est alors qu'il décide de renoncer à la direction de l'ouvrage. Il y en a vraiment assez de toutes ces complications, des procès qu'on lui fait, procès d'intention. Ça va être l'occasion d'une brouille avec Rousseau en plus, parce que d'Alembert s'est amusé. Il fait de l'humour délicieux dans ça, de l'ironie, entre autres, et il s'est amusé à se moquer un peu du fait que Genève n'avait pas de théâtre et à proposer qu'on établisse un théâtre à nouveau, parce que les pasteurs trouvent que c'est un lieu de perdition et tout. Alors, il va se prononcer en faveur des théâtres et du rétablissement des spectacles à Genève. Ça va lui valoir cette brouille avec Rousseau, qui écrit la lettre à d'Alembert sur le théâtre et qui prend à partie son ami avec force rhétorique. Bon, ça, c'est la partie polie de la dispute, mais dans les faits, c'est une brouille durable qui s'établit entre eux. Rousseau va prendre le parti de défendre l'interdiction des spectacles de façon tellement éloquente, parce que je l'ai lu, ce truc, la lettre à d'Alembert,
Et il m'arrive parfois d'être convaincu momentanément par Rousseau. Dire, ben oui, effectivement, c'est immoral. Puis là, après ça, je me secoue un peu et je me dis, non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je ne peux pas me solidariser d'une pareille hérésie, là, être contre le théâtre. Non, mais Rousseau est tellement éloquent et tellement habile dans son argumentaire que parfois, il nous séduit, il réussit à nous embobiner, à nous convaincre que le théâtre est une chose mauvaise et qu'on devrait condamner le théâtre. Alors, c'est très intéressant, toute cette polémique. On y reviendra si on a le temps dans un prochain cours. L'année suivante, le Parlement décide de la création d'une commission chargée de corriger l'impiété et la licence de l'encyclopédie. Le Conseil du roi va révoquer le privilège. Alors, quand vous n'avez pas de privilège, vous n'avez pas le droit de publier légalement. Un privilège, c'est la permission donnée par le roi d'imprimer un livre et c'est absolument essentiel, sans quoi le livre est illégal et peut être saisi et ses auteurs condamnés en justice. Alors, le Conseil du roi révoque le privilège de 1748 et ordonne le remboursement, cette fois, des souscriptions. Là, vous allez rembourser tout le monde. Le naufrage apparaît inévitable et on n'a pas d'argent pour rembourser tout le monde. Ça va vraiment, vraiment très, très mal. Il y a un miracle qui se produit, un second sauvetage, et c'est encore notre ami Malesherbes qui va sauver l'encyclopédie. Il fait quoi? D'abord, il autorise les libraires à rembourser les souscriptions par la livraison de volumes de planches. Les libraires sont fauchés, ils n'ont pas l'argent pour rembourser les souscripteurs. Et là, il va leur proposer, envoyez plutôt aux souscripteurs, plutôt que de leur envoyer de l'argent, envoyez-leur les illustrations promises. Il y a des volumes d'illustrations qui sont en préparation, imprimez ça et puis ça va être la façon de les rembourser. Et ça va être intéressant pour eux parce que c'est richement illustré, ça détaille toutes sortes d'informations techniques vraiment précieuses et c'est une des parties les plus intéressantes de l'encyclopédie. Donc, ça va être une façon de compenser les gens sans vous ruiner. Il permet aussi à Diderot de poursuivre son travail sans autorisation, mais avec une tolérance tacite, en disant « c'est pas moi qui vais vous faire des misères, continuez ». Ça va se calmer à un moment donné, la tempête, puis peut-être que vous allez pouvoir reprendre la publication. On comprend que la parution des derniers volumes du texte est remise à une période plus favorable. Diderot entend bien le message du magistrat, dit « merci beaucoup, je vous en dois une et même deux, et je vais travailler en secret, en discrétion pour pouvoir compléter le projet ». C'est pourquoi les adversaires des philosophes ne vont pas désarmer. Hein. Ils sont bien conscients que le projet se poursuit en douce. Ils vont avoir des informations à cet égard assez rapidement et ça va les agiter. Alors, ils continuent les publications pour fustiger le Parti des philosophes. Palissot va faire présenter en mai 1760 sa comédie, Les philosophes, qui ridiculise directement, personnellement, nommément Diderot et ses amis. Alors, c'est vraiment des prises à partie personnelles. Le combat est violent, vitriolique, et vraiment, on veut démolir les promoteurs du projet. Vous avez l'abbé Morellet qui, lui, va riposter. Alors, lui, il n'est pas du camp des antiphilosophes, il était avec les philosophes, qui riposte à son tour sur un ton équivalent, dans une brochure incisive. Il va publier cette vision de Charles Palissot, donc, qui lui vaut d'être embastillé aussitôt. Alors là, il a froissé un peu trop de monde, et notamment Palissot, et on l'envoie réfléchir à la Bastille. Ça, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Pourtant, le premier volume des planches paraît entre-temps, en 1762, et l'avenir de l'œuvre semble paradoxalement assuré par les jansénistes. Et ça, c'est un peu étonnant, mais les jansénistes survivent à l'étranger et ils ont quitté la France et ils ont dû pacter leur truc pour quitter parce qu'ils ont été persécutés par Louis XIV. Mais ce sont des gens qui étaient très, très puissants, très argentés en fait, et qui trouvent sympathique le projet, même si pourtant il prend à partie et met à mal la religion, trouve sympathique le projet qui ébranle un pouvoir qui autrefois les a persécutés. Donc, ils vont se mettre à financer en douce le projet. Et à la suite d'une banqueroute, la banqueroute d'un jésuite, les jansénistes vont faire fermer le collège des jésuites, puis expulser hors de France les membres de la Société de Jésus. Alors, les jésuites vont être expulsés de France, imaginez-vous donc.
alors qu'ils régnaient comme des maîtres sur l'éducation. C'est eux qui avaient la direction des collèges, c'est eux qui formaient tout le monde. Eh bien, on va rendre les jésuites persona non grata, on va les bannir de France. Et ça, c'est un coup fumant de leur adversaire qu'ils avaient sous-estimé, les jansénistes qui, tapis dans l'ombre, menaçaient donc d'attenter à leur existence. Avec eux disparaissent les adversaires les plus acharnés de l'encyclopédie. Du moment que les jésuites lèvent le camp, Diderot peut respirer. Et il peut se permettre de refuser une proposition très généreuse qui venait de Catherine de Russie. Vous savez, celle qui s'est faite vacciner, inoculée, et dont je parlais la dernière fois. Eh bien, Catherine de Russie avait offert à Diderot de venir achever son ouvrage en Russie. Alors, elle l'avait invité à Saint-Pétersbourg en lui disant « Je vais mettre à ton service mes imprimeurs, je vais financer ton projet et tu vas pouvoir distribuer ça à travers l'Europe. » mais grâce à moi, finalement. Et là, Diderot dit non, finalement, les choses ont repris, on va pouvoir le faire sans vous. Alors, la situation a changé du tout au tout à cette époque-là. En 1764, Diderot découvre que le libraire Le Breton, qui est à l'origine du projet, vous vous en souvenez, a censuré depuis 2 ans certains de ses articles. Alors lui, il écrit les articles et bien sûr, il les envoie à l'imprimeur, il ne va pas les relire. Et si vous avez déjà fait l'expérience de ça, quand vous publiez un livre, c'est très rare que vous allez vous relire encore et encore, surtout quand le livre est vaste. Alors, il n'a pas relu ces articles depuis leur composition. Et là, il se rend compte en 1764 que Le Breton a censuré ses écrits, qu'il a retiré les charges les plus vitrioliques qu'il y trouvait, et pas seulement les siens, celui aussi de Saint-Lambert, de Turgot, d'Holbach, de Jaucourt aussi. Et là, il ne le prend pas. Il est profondément vexé, profondément meurtri par ce qu'il appelle un coup de poignard. Pour lui, c'est une trahison d'un collaborateur essentiel, là, celui qui est l'instigateur du projet là, et qui a détourné ça. Et pourquoi il a fait ça, Le Breton? C'est parce qu'il voyait que c'était polémique, il voyait que c'était dangereux, il voyait que ça allait nécessairement les exposer à la censure. Et en tant que businessman, là, il se disait c'est suicidaire de publier un truc qui va être tout de suite censuré. Alors, il ne fait pas ça pour mal faire, il fait ça par souci de ménager le projet, c'est-à-dire de le voir aboutir. Et il n'avait pas tort, parce que même une fois censurés, les articles ont insulté tout le monde et ça a mené aux complications que l'on sait. Mais Diderot ne le prendra pas. Il est cependant conscient que c'est impossible de tout réimprimer. Il aurait voulu pouvoir restaurer les articles tels qu'ils étaient à l'origine, mais il ne peut pas le faire et va consentir néanmoins à mener sa tâche jusqu'à son terme. Mais il a le cœur brisé et les 10 derniers tomes vont être publiés en 1766 en vrac en même temps, les 10 derniers tomes la même année. Et avec un subterfuge, cependant, qui tend à faire croire que l'œuvre est imprimée à l'étranger. Alors, rien ne nous interdit, quand on imprime quelque chose et qu'on n'a pas le privilège du roi, de dire, au lieu d'écrire imprimé à Paris ou imprimé à Lyon, de remplacer ça par imprimé à Amsterdam ou imprimé, je ne sais pas moi, à Potsdam ou à Berlin. C'est à la portée de n'importe qui de placer les cases et de prétendre que ça a été imprimé ailleurs. Alors, à ce moment-là, on n'a pas le problème d'une publication illégale. C'est un ouvrage d'exportation d'un pays ami et voilà, ça permet à l'œuvre de circuler en France. Le Breton est entre-temps emprisonné à la Bastille pour avoir expédié quelques exemplaires à Versailles sans autorisation. Alors, il voulait peut-être se racheter auprès du roi et attirer un regard favorable sur son ouvrage. Ça a mal tourné, il se retrouve embastillé. Ça ne va pas empêcher Diderot de mettre au point les derniers volumes des planches, dont la parution s'achève donc en 1772. Alors, ça ressemble à ça, les volumes de planches. Regardez le détail, là. Alors, c'est le métier de confiserie, de confiseur qu'on détaille ici. Et regardez la finesse du dessin, comment les outils sont présentés. Il y a des notes qui nous expliquent à quoi ça sert et tout. Alors, c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose de populaire, ces volumes de planches, et pourquoi Malesherbes avait entrevu que ça pouvait être un remboursement satisfaisant éventuellement. C'est une des parties vraiment les plus intéressantes de l'encyclopédie. Simultanément et symboliquement, les souscripteurs vont recevoir une gravure à l'époque qui représente le triomphe de la vérité dévoilée par la raison.
mission accomplie en quelque sorte. Et malgré les ratés de l'entreprise, malgré les complications, malgré les procès, malgré les séjours en prison des uns et des autres, on a réussi à triompher des adversaires, des jésuites, de la censure. Et c'est la vérité qui triomphe. Et la gravure envoyée en cadeau, en récompense aux souscripteurs est le symbole de tout ça. Alors voilà. Alors, on arrive au troisième et dernier point et je vais vous proposer de faire une petite pause de quelques minutes, le temps de retrouver mes esprits. Alors, je vous propose une pause de 5 minutes. Il est 10h21. On se revoit à 10h26. À tout à l'heure donc. Alors, nous voici de retour de la pause et on entreprend le dernier droit, les principaux encyclopédistes. Il s'agit de vous présenter les collaborateurs. On en a dit quelques mots déjà, mais on va voir un peu sur quoi ils ont travaillé. À commencer par d'Alembert, bien sûr, Diderot, ce sont les promoteurs du projet, ce sont d'eux dont on va se préoccuper d'abord, mais on va voir aussi d'autres collaborateurs moins connus qui, néanmoins, ont contribué de façon importante et dont il convient de souligner l'apport. On est toujours au musée donc, des Lumières à Langres. Il y a plusieurs salles d'exposition. Il y a des portraits derrière moi. Je pense qu'il y a un portrait de Voltaire, si vous voyez bien, là, ce fameux portrait de Voltaire qu'on utilise souvent là, pour le représenter. Il est là, à Langres. Alors, si vous voulez le voir là, en personne, c'est là que ça se passe. Alors, celui que je vous présente en premier, c'est Jean Leron d'Alembert, que vous connaissez déjà, abandonné donc par sa mère sur les marches de l'église de Saint-Jean-le-Rond. C'est ça, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. C'est l'église de Saint-Jean-le-Rond, c'est pour ça qu'il va s'appeler Jean Leron, et qui est donc fils naturel de Madame de Tencin et du chevalier des Touches. Ses travaux mathématiques vont lui permettre d'accéder dès l'âge de 23 ans à l'Académie des sciences. Alors, ce n'est pas rien, ça, à 23 ans, d'être reçu à l'Académie des sciences. C'est que l'enfant est génial et il a attiré l'attention des plus grands savants du siècle. Il jouit d'une renommée vraiment extraordinaire. Et à ça s'ajoutent des brillantes relations mondaines. Il est en relation avec les esprits les plus fins de Paris. Tout le monde aime d'Alembert, tout le monde veut connaître d'Alembert, veut recevoir d'Alembert. Et ce sont des garanties déterminantes pour une entreprise dont le succès dépend de l'opinion publique aussi. Alors, il faut avoir un bon ambassadeur pour un projet comme ça. Il faut quelqu'un qui soit dans les bonnes grâces de l'élite intellectuelle à laquelle on cherche à s'adresser. Et Diderot n'est pas nécessairement le meilleur ambassadeur à cet égard, parce que Diderot a des mauvais rapports avec les uns et les autres. Le visage le plus affable de ce partenariat, c'est sans conteste Jean Leron d'Alembert. Encore une fois, on lui retrouve cette bouille sympathique. On voit bien comment le Breton a eu une idée heureuse de le prendre comme ambassadeur, maître d'œuvre du projet. C'est quelqu'un qui a joui d'un succès vraiment populaire important. C'est le co-directeur de l'encyclopédie donc, dès ses débuts. D'Alembert va se charger de présenter l'ouvrage dans le discours préliminaire et va collaborer activement au premier volume jusqu'à ce que, bon, vous savez, il rédige cet article Genève qui va être très, très mal reçu et qui va le rendre malheureux. Alors, il rédige ou révise tous les articles de mathématiques, notamment. C'est lui qui signe les articles de physique également et qui est chargé d'un certain nombre d'articles philosophiques. Ce qui lui vaut d'être attaqué par les jésuites, bien sûr, mais c'est de bonne guerre parce qu'il avait attaqué lui-même les jésuites dans l'article Collège. Alors, les collèges étaient sous le contrôle des jésuites et il ne les avait pas ménagés dans son article. Après les remous suscités donc par son article Genève en 1757 et l'interdiction de l'encyclopédie aussi en 1759, il va abandonner l'administration de l'ouvrage, mais va continuer à lui fournir des articles de mathématiques et de physique. Alors, c'est plus un maître d'œuvre du projet, c'est plus quelqu'un qui travaille là, au quotidien là-dessus, mais il ne peut pas renoncer tout à fait à l'entreprise. Il est trop convaincu de ses mérites et continue de fournir des articles à Diderot. Ça, c'est un des principaux collaborateurs. Il y en a d'autres. Il y a Étienne Noël d'Amy-la-Ville, qui est un haut fonctionnaire des finances et un agent de relations publiques de Voltaire à Paris, entre autres.
Alors, ils sont liés, ces deux-là. Qui va soutenir Diderot aussi durant les périodes difficiles. C'est un bon ami, c'est quelqu'un qui va financer Diderot, qui en arrache, qui tire le diable par la queue. Diderot ne roule pas sur l'or la plupart du temps là, dans sa vie. Là. Il y a des périodes difficiles. Il y a aussi des séjours en prison qui s'ajoutent à ça. Alors, heureusement, il a des bons amis pour l'appuyer, pour le défendre. Il est notamment l'auteur des articles Paix et population. Alors, quand vous lisez l'encyclopédie, c'est encore accessible aujourd'hui. Hein. En ligne, vous avez l'encyclopédie au complet sur plusieurs sites. Vous pouvez lire les articles tels quels et c'est très intéressant de voir comment la science encyclopédique a évolué. On n'adopte plus un ton aussi militant aujourd'hui qu'à l'époque. Et on s'étonne de voir à quel point c'était subjectif des fois. Il y avait vraiment des prises à partie là, sévères des jésuites, de la religion, du pouvoir monarchique. On ne ferait plus ça aujourd'hui, on se ferait taxer de subjectif, d'esprit subjectif, mais à l'époque, on s'en donnait qui mieux. Alors, il est auteur des articles Paix et population. C'est un athée radical, voire militant. Et Voltaire, dans ses lettres à d'Alembert, assignait à Damy Laville comme caractère de haïr Dieu, ce sont les mots de Voltaire, et de travailler à le faire haïr. Alors, non seulement il est Dieu, il veut que tout le monde déteste Dieu. Il travaille, c'est la mission qui s'est donnée. Alors, ça existait à l'époque des athées, des gens qui étaient convaincus que Dieu n'existait pas. Et celui-là était aussi du genre prosélyte, à vouloir convaincre tout le monde qu'il avait raison et qu'il fallait haïr et détester Dieu. Alors, on va voir pour chacun des encyclopédistes un petit article apparaître à un moment donné, juste pour vous donner une idée du ton. Ça ressemble à quoi? Ça commençait comment, un article? Ben, ça ressemblait à ça. Vous aviez d'abord le mot paix, substantif féminin, droit naturel. Alors, on situait le mot dans son contexte, droit naturel, politique et moral. C'est la tranquillité dont une société politique jouit, soit au-dedans par le bon ordre qui règne entre ses membres, soit au-dehors par la bonne intelligence dans laquelle elle vit avec les autres peuples. Bien sûr, l'article se poursuit longuement, mais il n'est pas question pour moi à chaque fois de vous présenter l'article au complet. C'est juste pour vous donner une idée du ton, du style. Et vous allez voir que d'un auteur à l'autre, ça peut varier un petit peu. Vous avez Dumarsais, qui dirige jusqu'à sa mort la partie grammaticale de l'encyclopédie. Ça prend aussi des gens qui ont des compétences au niveau de la langue grammaticale, en quelque sorte, et c'est à Dumarsais que ça revient, qui est considéré par d'Alembert comme un grand philosophe. Alors, il avait beaucoup d'estime pour lui, d'Alembert, et c'était un professeur rationaliste, précurseur de la stylistique contemporaine par ses travaux. Alors, on n'est pas encore avec Saussure, là. La stylistique n'a pas été inventée, la linguistique non plus, mais vous avez déjà des éléments de linguistique contemporaine, de sémantique lexicale qui pavent la voie aux travaux de ceux-là. Et c'est lui qui va diriger donc jusqu'à sa mort, la partie grammaticale. C'est à lui qu'on doit que l'on doit restituer le célèbre article philosophe attribué à tort à Diderot. Alors, longtemps, on a pensé que l'article philosophe avait été paraphé, signé par Diderot, mais ce n'est pas lui qui était l'auteur, c'était Dumarsais. Alors, en cherchant, on a fini par attribuer cette parenté à cet auteur. Vous avez un extrait justement de cet article philosophe qui ne paie pas de mine a priori, mais qui s'étend vraiment en longueur. Philosophe, substantif masculin. Il n'y a rien qui coûte moins à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe. Une vie obscure et retirée, quelques dehors de sagesse, avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom à des personnes qui s'en honorent sans le mériter. Alors, on voit le ton un peu baveux qu'adoptent les contributeurs de l'encyclopédie. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Si moi, je devais écrire un article d'encyclopédie, des fois, on est mandaté dans le cadre de nos fonctions pour faire ça. On est approché par des éditeurs qui disent on prépare une encyclopédie, un dictionnaire, voulez-vous écrire tel article? Et ça fait partie de nos fonctions. Je ne pourrais pas m'exprimer comme ça. Ça serait censuré, ça serait rejeté par l'éditeur. Je dirais non, ce n'est pas approprié. On doit être objectif. Alors, c'est sympathique de voir comment on pouvait se permettre ce ton dans l'encyclopédie à l'origine. Vous avez D'Holbach, qu'on a déjà rencontré. Vous savez, il tenait salon lui aussi à Paris. C'est un grand collaborateur de l'encyclopédie, un ami de Diderot et d'Alembert, qui va rédiger quand même plus de 400 articles pour l'encyclopédie. Ce n'est pas rien. Hein? Il est soucieux de contribuer à la diffusion des recherches scientifiques et des techniques. C'est Paul-Henri D'Holbach, et va rédiger
plus de 400 articles, donc, notamment sur la géologie, sur la minéralogie, la métallurgie également. Il écrit aussi sur les prêtres, les représentants et la théocratie, parce qu'il est hostile au despotisme. Il est profondément matérialiste. Alors, quand je dis hostile au despotisme, il est hostile aussi à cette idée de Voltaire de despotisme éclairé. Voltaire disait finalement, le meilleur gouvernement, c'est peut-être le gouvernement où on aurait un tyran, mais un tyran philosophe. Quelqu'un qui régnerait par la force, mais qui imposerait la vertu, finalement, et les idées, les principes philosophiques au peuple. Lui, il est profondément hostile à cette idée-là. Il dit que c'est une mauvaise idée. Il est aussi profondément matérialiste, convaincu que tout s'explique par la matière et qu'on n'a pas besoin de mêler Dieu et la création à ça. Vous avez Jaucourt qui... on a un extrait d'un article d'Holbach sur les prêtres. Alors, substantif masculin, pluriel, religion et politique, vous allez voir le ton. Il est doux de dominer sur ses semblables. Les prêtres surent mettre à profit la haute opinion qu'ils avaient fait naître dans l'esprit de leurs concitoyens. Ils prétendirent que les dieux se manifestaient à eux. Alors, regardez le parti pris contre la religion. On dit les prêtres veulent dominer. Ils ont raconté des trucs, ils ont prétendu que les dieux se manifestaient à eux, et non pas que les dieux se manifestaient. Ils n'ont pas assisté à des manifestations, ils ont prétendu avoir assisté à des manifestations. Alors, il y a vraiment une prise à partie des religieux là-dedans, des prêtres, qui ne passent pas inaperçus. D'Holbach n'a pas la langue dans sa poche, ni la plume aussi. Alors, Jaucourt, qui collabore aussi, est responsable d'environ 17 000 articles sur les 60 000 que contiennent les 17 volumes de l'encyclopédie. C'est le véritable galérien de l'entreprise. Vraiment, là, il a signé plus d'articles que n'importe qui d'autre. L'information universelle et le dévouement indéfectible de cet homme en font un remarquable rédacteur en chef, en fait, qui va travailler jusqu'à 14 heures par jour et rédiger tous ces articles. Vraiment, là, on dit toujours c'est le projet d'Alembert, de Diderot, c'est vrai, ce sont les maîtres d'œuvre, ce sont les penseurs, mais le véritable ouvrier, c'est Louis Jaucourt. C'est lui qui a écrit le plus gros de tout ça. Là. 17 000 articles, c'est beaucoup de textes. Et ce ne sont pas toujours des petits articles de quelques paragraphes. Des fois, c'est des pages entières sur les 60 000 articles de l'encyclopédie. Il écrit notamment l'article guerre, impôts, acquisition plutôt, mélancolie religieuse, monarchie, patrie, peuple, philosophique, esprit philosophique, presse, roman, ville. Et vous avez un petit extrait ici de monarchie. Qui dit, bon, substantif féminin, gouvernement politique, forme de gouvernement où un seul gouverne par des lois fixes et établies. Établissons, d'après M. de Montesquieu, le principe de ce gouvernement, son soutien et sa dégénération. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous disais tout à l'heure que Montesquieu avait vraiment mis la table pour l'encyclopédie. Alors, vous en avez une preuve explicite ici. Regardez ce que fait Jaucourt. Il va reprendre le tableau de l'esprit des lois pour présenter la monarchie, pour montrer comment ça fonctionne, sur quel principe ça repose et comment ça peut éventuellement mener à la décadence, à la déchéance. Alors vraiment, là, vous avez la preuve patente, manifeste de cette influence-là de l'esprit des lois sur le projet des encyclopédistes. Et on voit une certaine révérence, hein, Monsieur de Montesquieu, et on voit bien qu'il était éminemment respecté par les encyclopédistes. Vous avez Marmontel, qu'on a déjà retrouvé sur notre passage, on a évoqué son nom à quelques reprises, Jean-François Marmontel, qui était un homme de lettres brillant, qui a rédigé pour l'encyclopédie les articles de critique littéraire et de morale. Alors, dès qu'il est question de critique littéraire et de morale, c'est signé Marmontel. Vous avez un petit extrait ici sur la comédie où on dit, substantif féminin dans le domaine des belles lettres, c'est l'imitation des mœurs mise en action. Imitation des mœurs, en quoi elle diffère de la tragédie et du poème héroïque. Imitation en action, en quoi elle diffère du poème didactique, moral et du simple dialogue. Alors, c'est très, très bien présenté, très sobre, et ça se poursuit sur plusieurs paragraphes. Vous avez Quesnay, qui, lui, est apprenti graveur, barbier chirurgien de campagne, commissaire des guerres aussi, il cumule les fonctions, et qui essaie bien des métiers avant de devenir premier médecin ordinaire du roi. Donc, il est haut placé près du roi. Il n'a pas intérêt à se le mettre à dos, mais qui va signer quand même un certain nombre d'articles
Il reçoit à Versailles, dans ses appartements, Diderot. Alors, Diderot, qui pourtant est parfois en mauvais rapport avec le pouvoir, est reçu néanmoins par Quesnay à Versailles, avec Turgot, Mirabeau aussi, qui sont des visiteurs fréquents. Et il va élaborer la doctrine des physiocrates, notamment, dont il faudra dire quelques mots bientôt, et rédiger les articles Fermier et Grain. Alors, on reviendra là-dessus, mais c'est lui l'auteur de Fermier et Grain. Il travaillait notamment à des enjeux d'agriculture au gouvernement. Alors, substantif masculin, celui qui cultive des terres dont un autre est propriétaire et qui en recueille le fruit à des conditions fixes. C'est ce qui distingue le fermier du métayer. Vous voyez, métayer. Alors, vous avez ici un premier exemple de renvoi. Alors, dans l'encyclopédie, les articles se renvoient les uns aux autres. Alors, quand il est question d'un nom qui a un article quelque part, on dit allez voir ce nom. Et parfois, vous allez voir que ce jeu de renvoi est l'occasion d'échapper à la censure et de tenir un discours finalement un peu dissimulé, là, mais très critique, parce que d'un renvoi à l'autre, les propos finissent par devenir de plus en plus tendancieux, marqués, agressifs. Ils s'accumulent. Alors, si on lit prêtre qui nous renvoie à moine, qui nous renvoie à théologien, qui nous renvoie à sorbonnard, il y a tout un réseau de renvois comme ça qui vont formuler une critique des plus agressives. Si chacun des articles a l'air à la limite assez innocent, l'ensemble, à travers les renvois, devient vraiment très, très sévère, très critique. Alors, vous avez un autre collaborateur que vous connaissez déjà, qui est Jean-Jacques Rousseau. Son amitié pour Diderot va le conduire à s'occuper d'un certain nombre d'articles. Ils sont bons copains à l'époque et il accepte de prendre la partie musicale dans l'encyclopédie. C'est son métier premier, compositeur, musicien, et il accepte avec joie de s'en occuper. Mais il va aussi, parce que c'est un intellectuel quand même de génie, accepter d'écrire d'autres articles, dont notamment l'article d'économie politique. À un moment donné, il va rompre avec les encyclopédistes à propos de l'article Genève. Il ne peut pas accepter ce que d'Alembert a écrit dans cet article et il lui fait bien entendre son désaccord, sa désapprobation. Et Jean-Jacques plutôt, est un homme entier pour qui la rupture peut être définitive, avec qui la rupture peut être définitive sur des questions de principe. Ils ne sont pas nécessairement fâchés, mais ils sont en désaccord grave sur des enjeux qui sont importants pour lui. Alors, vous avez un extrait de l'article Genève, justement, ce n'est pas signé Rousseau, ça, c'est celui signé par d'Alembert. Vous allez voir un peu le ton et comment ça a pu agacer Rousseau. Genève, histoire et politique. Il nous reste à parler de la religion de Genève. C'est la partie de cet article qui intéresse peut-être le plus les philosophes. Nous allons donc entrer dans ce détail, mais nous prions nos lecteurs de se souvenir que nous ne sommes ici qu'historiens et donc controversistes. Nos articles de théologie sont destinés à servir d'antidote à celui-ci. Et raconter n'est pas approuvé. Alors, sur un ton un peu plaisantin, d'Alembert va se livrer à une critique de la religion telle que prodiguée, dispensée à Genève, et renvoyer d'autres articles qui sont encore plus critiques. Et ça déplaît aussi à Jean-Jacques, qui reste très attaché à sa ville de Genève. Vous avez un autre collaborateur en la personne de Saint-Lambert, Jean-François de Saint-Lambert, marquis, un mondain, un grand séducteur. Il a été notamment l'amant, si on peut potiner un peu, l'amant de Madame du Châtelet, dont on a parlé dans le cours sur les salons, puis de Madame Doudetot aussi, et qui conduisit Jean-Jacques Rousseau pour lui rester fidèle, qui est considéré par ses contemporains comme un des grands poètes du siècle. Alors, je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui se passe en poésie au 18e siècle, mais les contemporains considèrent que Saint-Lambert était compétent, doué. Allez chercher aujourd'hui des ouvrages, on a cessé de le publier depuis longtemps, mais vous allez peut-être trouver dans une anthologie, peut-être, un poème de Saint-Lambert à gauche, à droite, parce que c'est celui qui on reconnaissait un certain mérite à cet égard. Il est l'auteur notamment donc de deux articles célèbres, Génie et Luxe, je pense qu'on a un petit extrait ici. Vous avez Génie ici.
Philosophie et littérature, l'étendue de l'esprit, la force de l'imagination et l'activité de l'âme, voilà le génie. De la manière dont on reçoit ces idées dépend celle dont on se les rappelle. Et encore là, ce n'est qu'un petit extrait, ça se prolonge vraiment au-delà de ça. Alors, la collaboration d'encyclopédie de ce disciple de d'Holbach, c'est quelqu'un qui fréquente d'Holbach assidûment, d'Helvétius aussi, a fait davantage pour accroître sa notoriété. C'est aussi qu'il était bien entouré. Il avait des amitiés flatteuses. Vous avez un certain Voltaire aussi, que l'on a présenté la semaine dernière, qui a collaboré avec le projet. Alors, la collaboration de philosophes commence avec des articles littéraires au départ, mais ce n'est pas un des grands promoteurs. Il est déjà assez mêlé à plein de trucs. Il a son propre travail qui l'absorbe. Il est très sympathique, bien sûr, à l'idée de ce projet. Et par solidarité philosophique, il va défendre l'ouvrage. Quand l'ouvrage va être frappé de censure, Voltaire va intervenir pour le défendre. Mais ce n'est pas un de ses plus grands contributeurs. Rousseau a signé beaucoup plus d'articles que Voltaire. Sa contribution est somme toute assez légère, Voltaire. Et pourtant, c'est dans ses intérêts égoïstes, finalement, qu'un tel projet comme ça aboutisse. C'est pour ça aussi qu'il le défend, sans doute, là, mais on pourrait imaginer qu'il aurait pu contribuer davantage. Il aurait pu être, avec Diderot et d'Alembert, un des meneurs du projet, mais trop occupé ailleurs. Alors, il a écrit des bons mots sur l'encyclopédie, et ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Il a dit « Le siècle passé a mis celui où nous sommes en état de rassembler en un corps et de transmettre à la postérité le dépôt de toutes les sciences et de tous les arts, tous poussés aussi loin que l'industrie humaine a pu aller. » C'est ça l'ambition du projet de l'encyclopédie, c'est de résumer en un livre tous les savoirs, toutes les connaissances, de sorte que si une catastrophe devait frapper l'humanité et qu'on devait perdre à peu près tout, toutes les bibliothèques étaient perdues, brisées, effondrées, s'il nous restait un encyclopédie, un exemplaire de l'encyclopédie au complet, de ces ouvrages, tout ne serait pas perdu parce qu'on pourrait, à partir de ça, tout reconstruire. On aurait sauvé l'essentiel du savoir humain. C'est un peu le rêve fou et le pari improbable de ces encyclopédistes. Alors, je poursuis. Et aussi loin que l'industrie humaine a pu aller, et c'est à quoi a travaillé une société de savants remplie d'esprit et de lumière. Cet ouvrage immense et immortel semble accuser la brièveté de la vie des hommes. Il a été commencé, il est question d'encyclopédie, par Diderot et d'Alembert, traversé et persécuté par l'envie et l'ignorance, ce qui est le destin de toutes les grandes entreprises. Alors oui, ils ont fait l'objet de persécutions, mais c'est le signe le plus sûr que c'était une grande entreprise, justement, parce que c'est ça qu'on réserve comme sort aux ouvrages les plus importants, parce qu'ils sont souvent dangereux pour les puissants, pour le régime en place. Et Voltaire sait de quoi il parle. Il a goûté plus souvent qu'à son tour aux représailles de ceux-ci. Alors, un dernier encyclopédiste, un dernier collaborateur à vous présenter, en la personne de Turgot, Anne-Robert Jacques Turgot, qui est le maître des requêtes au Parlement de Paris et qui est passionné par les lettres, la chimie, surtout l'économie. Il va collaborer jusqu'en 1757 à l'encyclopédie. Alors, il contribue à diffuser les théories de Quesnay et des physiocrates dans divers articles. On reviendra sur cette doctrine économique, comme je le disais tout à l'heure. Il est ministre des Finances en 1774 et il va entreprendre un certain nombre de réformes inspirées de ses idées et aussi de celles des encyclopédistes. C'est-à-dire que l'impact de ce projet se fait sentir d'emblée parce que ses collaborateurs ne sont pas déconnectés de la société. Ils sont employés parfois par le pouvoir monarchique. Ils travaillent pour le gouvernement et sont capables de mettre en action très rapidement les principes qui vont être explorés, qui vont être présentés, qui vont être promus par l'encyclopédie. Donc, ils sont contributeurs, mais ils sont aussi exécuteurs, agents, influenceurs qui vont travailler à changer le système par en dessous, souvent, bien sûr. Ce n'est pas au-dessus du roi toujours que ça se fait, et qui vont en saper un petit peu les principes à certains égards, le fragiliser plus ou moins consciemment, plus ou moins délibérément parfois, et permettre éventuellement la révolution. En tout cas, ça nous conduit progressivement vers la révolution. Alors, il entreprend de vastes réformes inspirées de ses idées de celles des encyclopédistes, donc, notamment la suppression des corvées,
Il y avait les corvées encore qui existaient. Ça remontait au régime féodal. On pouvait mettre à contribution forcer des gens sans les payer. On disait, vous devez des corvées, vous devez venir travailler pour le roi à la récolte des champs du roi, par exemple, des choses comme ça, ou à la construction d'un pont ou d'une route. On pouvait comme ça mettre à contribution des gens. Alors lui, il va faire abolir ça et faire abolir aussi les corporations qui abusaient un petit peu de leurs droits et de leurs privilèges. Alors, tout ça sous l'influence, bien sûr, des idées des encyclopédistes dont il faisait partie. C'est ce qui termine notre panorama. On se retrouve à nouveau devant la Maison des Lumières, qui porte aussi le nom Maison des Lumières Denis Diderot, en l'honneur à ce citoyen illustre de la ville de Langres. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour la semaine prochaine. J'ai survécu, je n'ai pas eu trop de vertige, mais là, je vais aller me reposer en espérant que je prendrai du mieux d'ici la semaine prochaine, assez pour que ça se passe normalement avec le prochain cours qui portera aussi sur l'encyclopédie. Alors, d'ici là, donc, reposez-vous et puis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.